19h45, la barre info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 7 janvier 2026. Après quelques mois de la rentrée scolaire, les responsables d'établissements éducatifs font le point sur l'avancée des cours. À travers leur intervention, ils reviennent sur l'évolution observée depuis le début de l'année. C'est un reportage de Sekinot Sadou et Chebou Guissou. Depuis la rentrée scolaire, les établissements éducatifs poursuivent leurs activités dans un contexte marqué par des ajustements et des réalités propres à chacun. Ils s'expriment sur l'évolution constatée depuis la reprise des cours. On ne peut pas parler de bilan parce que nous sommes presque le début de la rentrée. Mais quand même, les 2 mois qu'on a eu à étudier, il n'y a pas eu de perturbation. Et le cours, vraiment, pour l'instant, on n'a aucune perturbation qui a pu entraver le déroulement de la rentrée. Donc vraiment, on est dans la fourchette, si on peut l'appeler ainsi. Et la composition, ça se prépare très bien parce que les élèves sont en train de réviser. Et ce qui va encore leur donner davantage, ils viennent juste de congé. Donc, le composition sera lancé d'ici 15 jours. Ils seront en composition, conformément à notre calendrier qu'on a rétabli. La progression est vraiment très normale. Et tout va bien. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de problème. Tout se déroule nettement. Et de la rentrée, c'est vrai, nous avons accumulé quand même un petit retard par rapport à la rentrée de 2 semaines. Mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous nous sommes organisés pour rattraper ces 2 semaines perdues. Donc vraiment la progression, elle est bonne. Au-delà de leurs témoignages, les responsables lancent également des messages à l'endroit des différents acteurs de l'éducation, notamment les enseignants et les élèves. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des élèves, c'est de se mettre au travail. Parce qu'aujourd'hui, seul le travail paye. Et encore, pour les enseignants aussi, nous sommes aujourd'hui dans un pays où les gens doivent comprendre que c'est nous-mêmes qui devons nous sacrifier. On ne doit pas attendre quelque part. On doit tenir compte de la résiliation et on doit vraiment nous mettre en tête que c'est le fils du pays qui doit construire le pays. Les enseignants, je leur demande de garder le cap et de continuer toujours dans cette même lancée parce qu'ils travaillent en UP et ils travaillent en UP et vraiment le travail avance. Et je n'ai pas grand chose à dire à leur endroit, vraiment. Par rapport aux élèves, c'est le travail qui paye. Et le bac, comme le BPC, tout se prépare dès le jour de la rentrée. Donc il n'y a pas d'autres mesures en dehors du travail. Qu'ils s'attellent et qu'ils fassent vraiment ce que demandent les professeurs. Le message est clair. L'éducation est une responsabilité partagée. Une synergie entre établissements, parents et pouvoirs publics demeure essentielle pour assurer la stabilité du système éducatif et préserver l'avenir des apprenants. Cette période précise de l'année devrait être une période du froid intense au Niger, mais force est de constater qu'il fait moins frais en ce moment et dans la journée, la température monte. Une situation météorologique qui pousse beaucoup de Nigériens à s'interroger s'il fera froid cette année. D'où ces explications du service prévision de la Direction nationale de la météorologie. L'armatan souffle sur le pays, tantôt à flux faible ou modéré. En décembre, lorsqu'on fait l'analyse des températures minimales, nous remarquons que le mois de décembre a été plus chaud que le mois de décembre de l'année passée. Et aussi comparé à la normale qui est la normale des 30 dernières années. Donc, lorsqu'on compare
décembre 2025 à 2024, c'est des températures légèrement en hausse qu'on a enregistrées cette année. En termes de poussière, nous avons enregistré aussi des épisodes de poussière sur l'ensemble du pays, mais ces poussières au mois de décembre n'ont pas significativement réduit les visibilités sur l'ouest du pays. Mais sur l'est, nous avons quand même eu une dense poussière en suspension qui a intéressé les régions de Difa, Zender et Maradi aussi. Donc Niamey, c'était un peu plus léger. Actuellement, au mois de janvier 2026, c'est toujours la même situation qui perdure. Donc, comme je l'ai dit, la saison sèche-froide est caractérisée par des températures minimales en baisse. Donc, c'est des températures relativement froides qu'on attend, et aussi ce renforcement de vent qui entraîne la poussière. Donc, ces deux phénomènes, on continue à enregistrer ces deux phénomènes en janvier. Et la tendance que nous avons eue en décembre, c'est cette tendance qui continue aussi en janvier. Donc, les températures sont en légère hausse, n'est-ce pas, comparativement aux 30 dernières années. Pour les jours à venir, donc, c'est toujours cette situation. Il y aura certains pics, ça ne manque pas. Dans certaines régions, on peut avoir des pics, par exemple, de hausse ou de baisse de température, mais de façon générale, c'est une situation quasi stationnaire qui est attendue pour les prochains jours. Et en termes de renforcement des vents et de poussière, ça aussi, c'est une accalmie pour ces 2-3 jours-là, mais après, on peut avoir des épisodes de poussière, surtout sur l'Aïr, un peu l'est, vers la fin de la semaine. Volet santé de cette édition pour parler d'une maladie peu connue. Il s'agit du NOMA, qui est une maladie bucco-dentaire. Quelles sont les causes de cette maladie et comment la prévenir? Élément de réponse dans ce reportage de Nafissatou Yahya. C'est une maladie qu'on rencontre que dans les pays en voie de développement et qui a plusieurs facteurs favorisants, parmi lesquels, n'est-ce pas, le manque d'hygiène, la malnutrition. Parce que quand on essaie de voir, dans tous les pays où il y a la malnutrition, il y a le NOMA. Le NOMA évolue en 5 phases. La première phase, c'est la phase de gingivite ulcéro-nécrotique aiguë. Vous avez un enfant, n'est-ce pas, qui a une salivation abondante, avec la gencive qui saigne, des petites plaies sur la gencive, et au passage, l'hygiène bucco-dentaire est défectueuse, n'est-ce pas, et une haleine fétide. C'est-à-dire que quand vous avez l'enfant en face de vous, 1 mètre, 1,50 m, vous avez l'impression que dès que l'enfant ouvre la bouche, vous sentez la mauvaise odeur. Et ce sont des signes d'appel en réalité qui doivent interpeller les mamans pour les amener directement dans les centres de santé. Et si rien n'est fait avec ces premiers signes-là, ces signes-là vont durer 24 tout au plus 48 heures, en regard de là où la gencive a les plaies, il y a l'inflammation qui va s'installer. En plus des premiers signes qu'il y a comme mauvaise haleine, une haleine très fétide, les petites plaies sur la gencive, la salive qui coule abondamment, la mauvaise hygiène. Maintenant, il y a une inflammation et une fièvre qui vont s'installer. Si rien n'est fait, ça c'est la deuxième phase. Si rien n'est fait, cette phase-là va durer à peu près 24 à 48 heures aussi. Si rien n'est fait, alors toute la partie enflammée, n'est-ce pas, va devenir dure et un liséré va sortir pour montrer la future perte de substance. À ce stade, malheureusement, l'essentiel des patients trépasse au niveau de la phase 3 qu'on appelle phase pré-gangreneuse, avec un tableau de septicémie. Voilà. Et si rien n'est fait, à la 4e phase, n'est-ce pas, cette partie qui est limitée là va se détacher pour créer une sorte de communication entre la bouche et l'extérieur.
Donc cette phase de cette phase-là maintenant de cicatrisation après, c'est la phase séculaire, la personne va vivre maintenant avec un visage complètement mutilé. Comment se fait la prévention du noma chez les enfants? La prévention du noma passe d'abord par l'hygiène bucco-dentaire et ensuite par la lutte contre les facteurs favorisants, traiter toutes les maladies liées à l'enfance, n'est-ce pas? Respecter le calendrier vaccinal de l'enfant, et l'enfant doit bénéficier d'une alimentation riche et équilibrée, le planning, l'espacement des naissances pour pouvoir permettre aux enfants de bien grandir, la lutte contre des tabous alimentaires, des tabous qui disent que voilà, un enfant par exemple, un enfant ne doit pas manger un œuf, ou bien un enfant ne doit pas manger du poisson, ou bien un enfant en fait, il faut qu'on dépasse ces tabous-là. Les gens pensent que c'est dû à des phénomènes qu'on appelle d'AGI. Donc, ils fréquentent plus les praticiens en premier lieu que les centres de santé. Or, je vous ai dit que le noma, c'est un interrecord. Si on n'agit pas, il tue. Donc, avant même de se rendre compte que c'est le noma, déjà, le patient est parti. Le noma attaque pratiquement tout le monde. On le rencontre plus chez les enfants que chez l'adulte. Chez l'adulte, généralement, quand on rencontre pour l'essentiel des adultes qui ont le noma, quand on regarde ça, quand on vérifie sa sérologie est positive. Voilà. Sinon, ça attaque surtout les enfants. L'essentiel des patients, c'est des enfants. Comment se fait la prise en charge du traitement du noma au Niger? Le traitement du noma est entièrement gratuit. L'État, avec ses partenaires, n'est-ce pas, notamment des ONG, éparpillés un peu partout dans le Niger avec des centres d'accueil pour accueillir ces enfants-là. Et à l'intérieur de ces centres-là, les patients sont nourris et traités. C'est-à-dire tout ce que ça va coûter aux patients et à l'accompagnant, c'est le temps. Sinon, tout le reste est pris en charge. Mieux, et ces patients, après guérison, n'est-ce pas, beaucoup bénéficient d'un volet qu'ils appellent la réinsertion sociale. Il y a même ce qu'ils appellent la prise en charge psychologique de l'enfant pour amener l'enfant à réintégrer la société. Parce qu'avec des lésions pareilles dans un premier temps, la personne a plutôt tendance à se rétracter de la société. Elle touche principalement les enfants dont l'âge varie entre 3 et 4 ans et atteint le plus souvent de malnutrition. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite du droit d'accès à la justice, un thème abordé par Alfred Gobagé, juriste et président de Raza Presse. Très bonne réception. La justice est un service public qui est ouvert à tous les citoyens, sans exception, et même aux citoyens étrangers vivant au Niger. Et cela résulte non seulement des textes fondamentaux de l'État, mais également des différentes lois dont l'État du Niger s'est doté. Donc, la question de l'accès à la justice est un droit fondamental. Sans accès à la justice, il n'y aurait pas, si vous voulez, de vie en société. En fait, l'État est basé sur le fonctionnement ou le bon fonctionnement de la justice. Et pour garantir ce bon fonctionnement de la justice, créer les conditions d'égalité de tous les citoyens devant la loi, parce qu'il revient à la justice de dire le droit. En cas de litige, nul n'est censé se faire justice soi-même. C'est pourquoi la justice a été instituée afin que les parties litigantes, les parties qui estiment qu'elles ont une cause à faire entendre, qu'elles puissent porter cette affaire devant les autorités compétentes qui sont appelées à trancher le litige. Donc, l'accès à la justice est une question fondamentale. Et c'est pour cette raison qu'au Niger, nous avons la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile qui organise comment est-ce que les citoyens peuvent saisir la justice lorsqu'ils ont effectivement une cause sur laquelle ils estiment que la justice doit se prononcer. Et l'accès à la justice est libre
en aucune manière on ne peut imposer à quelqu'un, lorsqu'il estime qu'il ne veut pas saisir la justice, de porter une affaire devant la justice. Donc il reviendra à la partie qui décide librement de se faire entendre par la justice, de saisir la justice. Et c'est en ce sens que l'accès à la justice est encadré par la loi 2015-23 portant Code de procédure civile. Nous allons ici voir les articles 2, 3 de cette loi qui porte Code de procédure civile. Le titre premier ou le chapitre premier, j'allais dire, traite des droits fondamentaux. Et à la section première de cette loi, il est traité du droit d'accès à la justice. Et en ce sens, l'article 2 du Code de procédure civile dispose que toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur. Donc vous voyez en fait que l'accès à la justice a une source, a une base, notamment la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur. Donc ce sont ces textes qui constituent la base. Et vous savez que nous sommes, depuis l'avènement des autorités du CNSP, la Constitution a été suspendue et nous avons désormais une ordonnance qui a été prise et qui encadre la vie de la nation pendant cette période de transition. Donc c'est cette ordonnance-là qui fait office de Constitution, qui nous permet, mais qui garantit un certain nombre de droits aux citoyens. Nous avons également les conventions internationales. Nous avons les lois telles que la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant Code de procédure civile, et ainsi que tous les autres textes sur lesquels les citoyens peuvent se fonder pour agir en justice. Donc, au terme de cet article 2, le droit d'accès à la justice est ouvert à tous les citoyens sans exception. Lorsque vous estimez qu'il y a un acte qui préjudicie à votre droit, eh bien, la loi vous donne la possibilité de porter cette affaire devant la justice. Vous savez, très souvent, ce n'est pas le fait d'avoir tort qui empêche de saisir la justice. Il y a des gens qui peuvent saisir la justice malgré qu'ils ont tort. Il reviendra à la justice de déclarer leur affaire soit irrecevable ou bien de dire à travers un jugement en droit qu'elles ont tort dans l'affaire. Bien sûr, vous allez voir deux parties protagonistes, deux parties litigantes. Chacune estime qu'elle a raison. Mais c'est au nom du droit d'accès à la justice qu'elles peuvent saisir la juridiction compétente et qui pourra éventuellement trancher les litiges entre les deux parties. Mais ici, le caractère que je vais ressortir, c'est ce caractère libre de la saisine de la juridiction. Chaque citoyen est libre de porter une cause devant la justice lorsque ce citoyen estime que ses droits fondamentaux sont bafoués. Mais il ne revient pas à lui de se faire justice, mais il reviendra à la juridiction compétente de dire le droit, de trancher le litige entre lui et la personne en question. Maintenant, l'article 3 de cette disposition, toujours par rapport au droit d'accès à la justice, dispose que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante. Notez bien ce caractère. Par une juridiction indépendante, impartiale et dans un délai raisonnable. Ça, c'est un autre aspect du droit d'accès à la justice. Lorsque vous estimez que votre droit est bafoué, lorsque vous estimez que vous avez une cause sur laquelle vous voulez qu'un juge se prononce, eh bien l'article 3 vous donne la possibilité de saisir cette juridiction compétente. Et maintenant, cette juridiction est ou doit être une juridiction indépendante. Nous parlons ici du principe de l'indépendance de la justice. Elle doit être une juridiction impartiale et elle doit rendre une décision dans un délai raisonnable. Nous sommes en train de parler de la loi 2015-25 qui porte Code de procédure civile. Cela veut dire tout simplement que pour chaque action en justice, il y a un certain nombre de délais parce que l'action du juge est également l'action du juge et des parties. Parce que dans un procès, vous avez des parties protagonistes au milieu desquelles se trouve le juge. Donc, et l'action du juge et l'action des parties sont encadrées dans des délais qui sont prévus par la loi. Donc, les parties n'agissent pas d'elles-mêmes selon ce qu'elles veulent. Ni le juge
selon ce qu'il veut. Mais toutes les deux sont encadrées dans un certain nombre de délais qu'elles doivent observer. C'est pourquoi l'article 3 dispose que le juge rend sa décision ou bien la juridiction entend votre cause dans un délai raisonnable. Maintenant, le juge est obligé d'appliquer la loi au terme de l'article 3. Le juge est obligé d'appliquer la loi. Il ne peut tirer prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi pour refuser de statuer sous peine de déni de justice. Concrètement, en fait, cela ressort le caractère du droit d'accès à la justice. Cela veut dire que quand vous portez votre cause devant un juge, le juge ne peut pas refuser de statuer sur votre cause. Le juge ne peut pas dire non, votre dossier, je ne peux pas le traiter. C'est-à-dire que la loi fait obligation au juge d'entendre votre cause et de se prononcer, même s'il doit rejeter votre recours. Mais au moins, le juge doit se prononcer sur cette question. Et s'il se prononce sur votre cause, il doit motiver sa décision. Quelles sont les raisons pour lesquelles il a rejeté votre requête ou il a rejeté votre recours? Ça, c'est le droit d'accès à la justice qui l'oblige dans ce sens. Et la loi dit que si il ne se prononce pas, eh bien, là, il fait ce qu'on appelle un déni de justice. Or, tous les citoyens, sans exception, ont un égal accès à la justice et ont droit à ce que leur cause soit entendue et qu'une décision soit donnée dans l'affaire qu'ils ont portée à la justice. Maintenant, il n'est pas dit toujours que c'est lui qui saisit la justice, c'est celui qui a raison. Il n'est pas dit que c'est quand vous saisissez la justice que le juge rend une décision en votre faveur. Vous pouvez être celui qui est l'auteur de l'action en justice, mais que vous êtes débouté ou que le juge rend une décision en votre faveur sur la base de son appréciation du dossier, sur la base du droit qu'il aura à dire dans le cadre d'espèces. Donc voilà schématiquement ce que je peux vous dire sur le droit d'accès à la justice.